Chapitre 13. Chapitre 13. Dans le chapitre 12, Peter, grâce à son nouveau professeur Hulan, a pu découvrir toutes les, ou presque toutes les applications du MIG, c'est-à-dire qu'il a pu découvrir comment on s'en servait, à quoi on s'en servait, et quels étaient tous les trucs un petit peu utiles, tant soit peu utiles, pour se servir de ce MIG. Et on a surtout eu la possibilité de voir que, bon, ce qui est rigolo, c'est que aujourd'hui, à notre époque, on y est presque, mais que ce bouquin écrit dans les années 90, eh bien, raconte à un moment donné dans ce chapitre l'histoire d'un gamin qui découvre dans un vaisseau extraterrestre une technologie qui lui permet de rentrer dans les tableaux, dans les livres, dans les histoires d'une manière très très prenante, puisque on a la possibilité de parcourir un article sur les conquistadors qui sont partis pour le Nouveau Monde sur des caravelles et d'avoir la sensation d'être sur le bateau. Alors avec une petite différence qui fait encore un peu le charme de ce truc-là, c'est que on n'y est pas encore aujourd'hui nous, mais dans le bouquin il explique que a l'impression d'être sur le sol, mais vraiment tu marches sur les planches. T'as le marin à côté de toi qui est en train de bouger les cordes et qui sue comme un porc et t'as l'impression d'y être. Que si jamais il y a une mouette qui passe, tu peux l'attraper et te mettre dans son corps, voler jusqu'à une île, te débarrasser du corps de la mouette et marcher sur la plage, etc., etc. Des trucs qui sont encore pas forcément très très accessibles, mais qui ressemblent énormément à ce qu'on pourrait appeler la réalité virtuelle de nos jours, avec un petit côté, les sensations, le sensoriel, l'odorama en plus, j'ai envie de dire. Voilà à quoi sert à peu près le MIG. Il y a encore d'autres choses à faire avec cet objet. Et Peter, Ulan, le professeur de Peter, sait très bien que Peter finira par en découvrir lui-même des utilisations pour ce MIG. Le chapitre se termine sur un fait un petit peu inquiétant, puisque la destinée de la Terre, comme le dit Peter, a l'air de peser sur ses épaules. Il se rend compte qu'avec leur technologie, les extraterrestres pourraient ne faire qu'une bouchée de la planète Terre. Et on finit par lui apprendre que la situation, elle n'est pas dans ses mains, elle est dans son cerveau, et qu'il n'est pas très très content, Peter, quand les extraterrestres lui demandent s'ils peuvent le lui emprunter. Le lui emprunter son cerveau. Chapitre 13. Les extraterrestres en veulent à mon cerveau. Pour être exact, disons plutôt que les extraterrestres voulaient emprunter mon cerveau un petit moment. Je devais le découvrir 2 jours après mon arrivée à bord du New Jersey. Je venais de sauter hors de mon hamac, et je m'apprêtais à commander mon petit déjeuner quand mon MIG se mit à bourdonner. Je l'ouvris, et je vis Hulan. Il avait l'air préoccupé. Krepta, il faut que je te parle. Je peux te rejoindre dans ta chambre? Bien, laissez-moi juste le temps d'avaler quelque chose. Alors, veux-tu me retrouver dans le secteur restauration suggéra-t-il. Ça me convenait tout à fait. Restait à choisir le réfectoire qui serait notre lieu de rencontre. Il y en avait plusieurs milliers à bord du vaisseau. Cela étant fait, je transmis le code au propulseur transdirectionnel et passai à travers le mur. Hulan m'attendait, arborant un bermuda rouge vif orné de fleurs tropicales et de papillons violets. Nous nous installâmes dans un coin tranquille. Que se passe-t-il demandai-je. Comme il ouvrait la bouche pour me répondre, l'alarme retentit, et tout le monde dut se coucher par terre tandis que le vaisseau spatial effectuait un bond dans l'espace. J'aimerais bien qu'il fasse pas ça à chaque fois que j'ai envie de manger quelque chose, grognai-je en me relevant un instant plus tard. Quelqu'un s'est livré à une étude là-dessus, me répondit Ulan. Il semble que sans raison apparente, la plupart des sauts dans l'espace ont lieu juste au moment où les gens sont sur le point de commander un repas. Il composa un code sur la table, puis me regarda et ajouta: Oui, il se passe d'étranges choses dans l'univers. As-tu déjà entendu parler de la modification du temps qui accompagne ces sauts? Hein? Fis-je en amassant mon estomac douloureux. Je suppose que ça veut dire non, ironisa Ulan. Une assiette émergea du centre de la table et flotta jusqu'à lui. Elle contenait ce qui ressemblait à une poignée de gros cafards blancs nageant dans de l'huile de vidange. Je décidai que mon petit déjeuner pouvait attendre. Oui, ça veut dire non, marmonnai-je. Parlez-moi de cette modification du temps. C'est très simple en vérité. À l'intérieur du vaisseau, chaque bond dans l'espace dure 1 minute à peine, mais pour le monde extérieur, le temps s'écoule beaucoup plus lentement.
Je fronçai les sourcils. Je sais que plus on va vite, plus le temps ralentit pour nous, dis-je. J'avais lu ça dans un de mes livres de science-fiction. Je savais que si nous approchions de la vitesse de la lumière, le temps à l'intérieur du vaisseau s'arrêtait virtuellement, ce qui signifiait que, même si nous passions un siècle à voyager à cette vitesse, ceux qui se trouvaient à bord ne vieilliraient pas. Mais je devinais que Hulan me parlait d'autre chose. C'est un phénomène que nous n'expliquons pas encore très bien, reprit-il. Nous savons seulement que nous amorçons un bond dans l'espace à un point précis, que nous nous retrouvons à un autre quelques secondes plus tard, mais que pour le monde dit réel, beaucoup de temps s'est écoulé dans l'intervalle. Attendez, interrompis-je, du point de vue des terriens, combien de temps y a-t-il que je suis à bord? Hulan porta un des cafards blancs à sa bouche et mordit dedans. Le petit bruit d'écrabouillement qui s'ensuivit me fit regretter de ne pas l'avoir reçu dans ma chambre. Je n'en suis pas très sûr, grommela-t-il. Je ne prête pas toujours attention à ce genre de choses. Le vaisseau voyage la plupart du temps à la moitié de la vitesse de la lumière. En tenant compte de cet élément et des sauts qu'il a effectués dans l'espace, je dirais... Un mois et demi. Je me renversai sur mon siège, ébahi. J'avais quitté la Terre le 24 mai. Pour moi, 3 jours s'étaient écoulés depuis, mais dans le même temps, Suzanne Simmonds avait probablement vécu 6 semaines. 6 semaines. C'était bizarre. J'avais vieilli de 3 jours, et Suzanne d'un mois et demi. Je me demandais ce que je ressentirais si, revenant un beau jour chez moi, je la retrouvais sous les traits d'une grand-mère alors que j'étais encore un adolescent. L'idée ne me plaisait pas tant que ça. Je résolus de changer de sujet. De quoi vouliez-vous me parler quand vous m'avez appelé ce matin? Dis-je tout en examinant l'assiette de Hulan. L'idée m'effleura de goûter, ne serait-ce que par curiosité, à une de ces petites choses qu'il mâchouillait avec une satisfaction si évidente. Hulan mordit dans un autre cafard et une giclée de jus verdâtre lui dégoulina sur le menton. Je n'avais plus tellement envie d'y goûter, tout compte fait. On m'a chargé de te faire part d'une suggestion émise par les membres du conseil, me répondit-il. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Hulan semblait extrêmement mal à l'aise. Tu sais que le Conseil interplanétaire est engagé dans une amère controverse en ce qui concerne le sort de ta planète. Ses membres aimeraient avoir la permission de te ponctionner la matière grise pour en tirer un supplément d'information avant de prendre une quelconque décision. Me ponctionner la matière grise. Comment? Hulan commanda à la table de faire disparaître le reste de sa nourriture. Ils te poseront d'abord des tas de questions, ensuite ils te soumettront probablement à des séances d'hypnose afin que tu puisses révéler les éléments de ton passé que tu as oubliés. Il marqua une pause et rajouta: Et en dernier lieu, ils aimeraient procéder à un certain travail sur ton cerveau. Un certain travail, répétai-je. Ils pensent qu'en creusant un peu là-dedans, ils découvriront peut-être ce qui ne tourne pas rond chez vous. Hein? Mais ça tourne très bien chez moi, merci. Je me sens tout ce qu'il y a de plus normal. Certes, j'étais loin d'être parfait, mais je n'avais pas besoin qu'on me charcute le cerveau pour réparer mes petits défauts, ni même les grands. Il ne s'agit pas de toi personnellement, mais des terriens en général. Nous nous demandons si le problème ne serait pas organique. Mais quel problème? Protestai-je tout en sachant très bien à quoi il faisait allusion. Le problème global humain, cette façon que vous avez de vous vouloir du mal, de vous détruire, de laisser certains de vos frères mourir de faim. Enfin, tout ça, quoi. Tout ça, en vérité. Est-ce qu'ils pensaient qu'ils allaient découvrir les raisons de tout ça dans mon cerveau? Soudain, une horrible pensée me traversa l'esprit. Et si les raisons s'y trouvaient? Pas seulement dans le mien, mais dans tout cerveau humain. Si le gâchis que nous avions infligé à la planète provenait vraiment d'un mauvais fonctionnement de notre nature, d'une erreur de constitution, indépendante de notre choix de notre volonté, cela revenait à dire que nous ne serions jamais capables de le réparer. À moins que les extraterrestres ne puissent nous aider. Qui sait si en fouillant à l'intérieur de ma tête, ils n'allaient pas dénicher un moyen de nous transformer et de nous apprendre à faire régner la paix et le bonheur sur la Terre? Je me devais de leur prêter mon concours. Je le voulais. Cela ne me coûtait pas grand-chose après tout. Crocodoc avait déjà pratiqué une petite intervention sur mon cerveau et je m'en étais parfaitement remis. Je me portais comme un charme. Quelle serait l'étendue de l'opération? Demandai-je. Ablation totale, puis remise en place du cerveau, expliqua Hulan. La majeure partie du travail serait exécutée à l'aide de sondes lumineuses, atomiques et magnétiques, bien sûr, et nos médecins sont particulièrement compétents. Mais quand même, nous ne pouvons rien garantir. Je déglutis. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas garantir? Hulan me regarda droit dans les yeux.
que tu retrouveras toutes tes facultés, soupira-t-il. À plus.